Politique, économie, environnement, on en parle dans Libre et Égaux, le podcast de Sylvain Bermond. L'égalité des chances, c'est super. Tout le monde est pour l'égalité des chances. En fait, qui pourrait être contre ? Qui oserait dire non, moi je pense que les enfants d'ouvriers ne devraient pas pouvoir faire des études. Personne, évidemment. Alors, tout le monde se déclare passionnément attaché à l'égalité des chances et proclame son amour de la méritocratie, au point d'en oublier la bonne vieille idée de redistribuer les richesses. Ça, c'est un premier aspect sombre de l'égalité des chances. Quand on estime qu'on vit dans une société où tout le monde a les mêmes opportunités, on n'a pas très envie de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Après tout, ceux qui sont en bas de l'échelle sociale ont mérité leur place. Pourquoi est-ce qu'ils devraient vivre sur le dos des riches, qui sont plus talentueux et plus travailleurs ? Ce serait absolument injuste. Et on peut même aller plus loin. Dans une société qui aurait atteint l'égalité des chances, les plus pauvres devraient avoir honte d'être pauvres, car ils n'ont pas d'excuses. Imaginez, comme tout le monde, ils ont eu l'opportunité de faire carrière, de réussir des études, d'atteindre une position sociale élevée. Et qu'ont-ils fait de ces opportunités ? Rien. Ils ont gâché les chances qui leur avaient été offertes par la société. Oui, il n'y a pas de quoi être fier. Une société où règne l'égalité des chances ajoute donc à la pauvreté la honte d'être pauvre. Au contraire, dans une société franchement inégalitaire et stratifiée, où il est difficile de s'extraire de son milieu d'origine, les pauvres ont une excuse. S'ils sont en bas de l'échelle, c'est la faute à la société. C'est le poids des déterminismes sociaux qui les a assignés à cette place peu enviable, malgré le mérite et les vertus dont ils ont su faire preuve. Il est donc plus difficile d'être pauvre dans une société qui a atteint l'égalité des chances que dans une société qui en est encore loin. Par chance, pourrait-on dire, nous sommes dans le deuxième cas. La France, en effet, n'est pas véritablement un modèle de mobilité sociale. Elle ne se situe pas parmi les pires pays du monde, mais pas non plus parmi les meilleurs. Pour mieux comprendre ce que ça signifie, considérons quelques chiffres. Dans la France d'aujourd'hui, 7 enfants de cadres sur 10 exercent un emploi d'encadrement quelques années après la fin de leurs études. A l'inverse, 7 enfants d'ouvriers sur 10 demeurent cantonnés à des emplois d'exécution. En France, un enfant d'ouvrier a 8 fois moins de chances de devenir cadre qu'un enfant de cadre. Bref, la mobilité sociale laisse à désirer. Et les choses ne vont pas en s'améliorant, contrairement à ce qu'on aimerait croire. Dans notre pays, depuis plus de 25 ans, le poids de l'origine sociale sur le destin des individus ne diminue plus. Armés d'abondantes données statistiques, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer des politiques fortes en faveur d'une véritable égalité des chances. Renforcer les moyens d'éducation prioritaires dans les quartiers sensibles dès la maternelle. Multiplier les dispositifs de soutien destinés aux élèves en difficulté. Œuvrer vigoureusement à la mixité scolaire pour mettre fin au fossé qui existe entre les écoles de pauvres et les écoles bourgeoises. Oui, les pistes pour faire progresser l'égalité des chances ne manquent pas. Et il s'agit d'un objectif absolument louable. Cependant, il serait illusoire de croire que nous pourrions résoudre le problème de la justice sociale simplement en luttant pour l'égalité des chances. D'une part, parce qu'une société qui aurait atteint l'égalité des chances ne serait pas nécessairement juste. D'autre part, parce qu'une authentique égalité des chances est tout simplement un objectif impossible à atteindre. Imaginons une société où toutes les politiques nécessaires aient été mises en œuvre. Il régnerait dans cette société un haut niveau de mixité sociale, et il n'existerait plus de quartiers qui concentrent la pauvreté et les problèmes sociaux. Chaque enfant aurait accès à une éducation publique de qualité, et ceux qui sont en difficulté dans leur scolarité seraient adéquatement soutenus par les enseignants. Il resterait pourtant encore une sphère qui œuvrerait au service de la reproduction sociale. J'ai nommé la famille. La famille. Oui, car qui ne voudrait pas que ses enfants commencent leur vie avec les meilleures chances de s'épanouir et de réussir ? Dans la poursuite de cet objectif tout à fait légitime, les familles déploient des ressources parfois considérables et exercent ainsi une influence qui est contraire à l'égalité des chances. C'est que les familles ne sont pas toutes également dotées en ressources intellectuelles, culturelles et psychologiques. Et elles ne valorisent pas tout autant la réussite scolaire. Quelles que soient les politiques mises en œuvre, nous aurions donc toujours des familles bien équipées pour aider leurs enfants dans leur scolarité et qui ont la volonté de le faire, et d'autres familles qui sont soit
moins équipés, soient moins déterminés à œuvrer pour que leurs enfants réussissent à l'école. On peut penser que c'est là le libre choix des familles. Cependant, les enfants concernés se retrouvent dans une situation absolument injuste, car nul ne choisit sa famille. Pour contrer l'effet inégalisateur de la famille, il n'y a pas 36 solutions. Nous devrions enlever les enfants à leurs parents dès le plus jeune âge, afin de les confier à un internat collectivisé où tout le monde serait élevé dans les mêmes conditions. Ainsi, il serait possible de se rapprocher de l'égalité des chances. La perspective d'abolir la famille peut faire froid dans le dos, et il serait tout à fait compréhensible que nos sociétés refusent de s'engager dans cette voie. Cependant, il faudrait alors tirer avec honnêteté toutes les conclusions de cette position. Si l'on refuse d'abolir la famille, il faut admettre que l'on n'atteindra pas l'égalité des chances. À vrai dire, même en arrachant les enfants à leurs parents, il ne serait pas possible d'atteindre l'égalité des chances. La faute en revient au talent, ou aux aptitudes naturelles, appelez ça comme vous voudrez. Bref, la faute en revient au fait que nous naissons inégaux. Pas inégaux en valeur humaine, mais inégaux en capacité. Que l'on songe simplement aux génies et aux virtuoses qui ont marqué l'histoire. Dans le domaine intellectuel, nul ne conteste que des gens comme Albert Einstein ou Stephen Hawking possédaient un véritable don. Sur le plan sportif, il apparaît comme une évidence que des champions comme Michael Jordan ou Mohamed Ali ont possédé une aptitude qui manquait aux autres compétiteurs. En musique classique, nul ne prétendrait que l'excellence de Mozart ou de Beethoven viendrait du fait qu'ils auraient seulement travaillé plus dur que les autres compositeurs. Parmi les milliers de personnes qui ont consacré leur vie à la science ou à la boxe, il a certainement existé des scientifiques plus persévérants qu'Einstein et des pugilistes plus courageux que Mohamed Ali. Simplement, l'effort ne suffit pas. Beaucoup d'entre nous, quel que soit l'acharnement dont ils feraient preuve, ne pourraient simplement pas obtenir un doctorat en mathématiques. Toutes les performances ne sont pas à la portée de tous les individus. Cette inégalité dans la distribution du talent et des aptitudes naturelles ne s'applique pas qu'au cas des génies. Chacun d'entre nous naît plus ou moins doté en talents de toutes sortes. C'est ce que confirment les recherches scientifiques qui s'intéressent à la part de l'inné dans le développement de l'intelligence. Pour tester leurs hypothèses, les chercheurs s'intéressent à des jumeaux qui ont été élevés dans des familles différentes dès le plus jeune âge. Ils leur font passer des tests de QI et ils les comparent aux résultats obtenus par des jumeaux qui ont été élevés ensemble. Les résultats sont frappants. Les jumeaux qui ont été élevés séparément réalisent pourtant des performances intellectuelles très similaires, presque autant que les jumeaux qui ont été élevés ensemble. Ce qui suggère que les facteurs génétiques joueraient un rôle prépondérant dans le développement de l'intelligence. C'est une mauvaise nouvelle pour l'égalité des chances. Cela signifie que même si on peut se rapprocher de l'égalité des chances entre les groupes sociaux, il est absolument impossible de faire advenir l'égalité des chances entre les individus. Cela confirme ce que n'importe quel instituteur peut observer dans sa classe au quotidien. Certains enfants ont des facilités dont d'autres ne disposent pas. Certains ont la chance d'avoir un esprit vif et une bonne mémoire, tandis que pour d'autres, les apprentissages sont bien plus laborieux. Nous participons tous à une même course, mais nous n'avons pas la même quantité d'obstacles à surmonter. Si l'on regarde ce problème sous l'angle de la justice sociale, il me paraît nécessaire de souligner que nous ne méritons pas nos talents. Nous ne méritons pas nos talents. Nous naissons avec eux, et ils ne sont pas le fruit de notre volonté. Il n'y a donc aucune raison de nous récompenser parce que nous avons du talent, ni de nous punir parce que nous en manquons. La répartition des richesses, pour être juste, ne doit pas être déterminée par la distribution naturelle et arbitraire des talents. Or, dans une société qui croirait avoir atteint l'égalité des chances, on attribuerait des récompenses aux individus les plus performants, tandis que ceux qui sont à la traîne n'auraient qu'à se contenter de ramasser les miettes. L'idéal de l'égalité des chances nous entraîne donc dans une dangereuse illusion, celle qui consiste à croire que quand on veut, on peut, et que les positions sociales dans lesquelles nous nous retrouvons sont le reflet de notre valeur en tant que personne. Cette illusion peut nous conduire à mépriser et à oppresser ceux qui sont en bas de l'échelle, parce qu'une société méritocratique
qui repose sur une compétition permanente et généralisée, permet aux vainqueurs de se croire dotés d'une supériorité morale. De vastes progrès restent encore à accomplir en faveur de l'égalité des chances. Mais nous ne devons pas nous leurrer. Tant qu'il existera des familles et tant qu'il existera des talents, l'égalité des chances restera hors de notre portée. Et nous devrons continuer à questionner les écarts entre les positions sociales. Est-il juste que certains aient un revenu 2, 4 ou 10 fois supérieur à d'autres ? L'égalité des chances ne répond pas à cette question. Elle est capitale, mais insuffisante. Au bout du compte, l'égalité des chances est une chimère, insaisissable quand on cherche à l'atteindre, et cruelle quand on prétend l'avoir déjà atteinte. C'était Libre et Égaux, le podcast de Sylvain Bermond. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site sylvain-bermond.fr pour découvrir mes autres publications. À bientôt!